notre invité politique est le député Philippe Bunoyer et élu Calédonie Ensemble au Congrès. Monsieur le député, bonsoir. Bonsoir. Votre parti était inquiet au sujet des manifestations pro et anti-dégel du corps électoral des provinciales qui se sont tenues hier. Maintenant que c'est fait, que chacun a pu se compter, qu'il n'y a pas eu de débordement, que chacun a pu dire ce qu'il pensait en bien ou en mal du texte constitutionnel, du projet de texte constitutionnel, vous dites toujours que le dialogue ne doit pas être dans la rue, mais au sein des institutions? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'est nulle part dans le monde des solutions ont été trouvées dans la rue en opposant des points de vue radicalement divergents. Et parmi les constats qu'on dresse, il y a effectivement le constat que le débat est sorti des institutions et descendu dans la rue. Il faut regarder simplement les 3 dernières semaines, bien sûr les 2 dernières manifestations d'hier, pour s'apercevoir que malheureusement aujourd'hui, au lieu de dialoguer dans des espaces prévus pour, on fait descendre et s'opposer des gens qui sont légitimes à revendiquer chacun de leur côté ce en quoi ils croient. Mais on le voit bien, et vos reportages le montrent, il n'est pas sorti de ces manifestations un dialogue potentiel. Alors si le dialogue est dans la rue, la faute à qui? Il y a une responsabilité à ceux de part et d'autre qui décident de quitter les institutions, qui décident aussi dans des déclarations de radicaliser les propos. Vous parlez des élus tout d'abord? Oui, bien sûr, des responsables politiques en général. Oui, c'est surtout à eux que je pense. Il y a quand même moins de 2 semaines, on avait d'un côté des gens qui menaçaient, je cite, de foutre le bordel, et de l'autre côté, on a des gens qui tracent une trajectoire vers le boycott des élections avec une hache plantée dans une urne comme décoration d'une conférence de presse. Donc, je pense que c'est assez clair. Les propos se radicalisent. Ça a été dit par Mme Harly, il y a de la tension. Pas forcément seulement dans les rues, mais aussi sur les réseaux sociaux. Le débat quitte les institutions et il n'y a plus aucun dialogue, Madame Moya. Il n'y a plus de réunion avec l'État depuis 4 mois. Il n'y a plus de discussion entre les indépendantistes et les non-indépendantistes non plus. Plus la crise économique qui se rajoute et qui augmente les tensions. Mais où est-ce qu'on va finir si on ne fait rien? Nulle part. C'est la raison pour laquelle on initie une demande de création d'une mission du dialogue présidée par les 2 présidents des chambres. Donc, je rebondis à ce que vous dites. Vous dites aujourd'hui que les camps se radicalisent, qu'il faut une mission du dialogue menée conjointement par les présidents des 2 assemblées de Parlement. Mais pourquoi eux seulement? Alors, pourquoi eux? Pour 3 raisons. D'abord, à la fin, comme vous le savez, c'est le Parlement de la République réuni à Versailles qui va décider de modifier la Constitution. Ensuite, ces 2 présidents, Mme Braun-Pivet et M. Larcher, ont constitué un groupe de contact sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie qu'ils président eux-mêmes. Ils ne font pour aucun autre sujet. Et ils ont maintenant une connaissance très approfondie du pays, de ses enjeux et des acteurs. Et enfin, et c'est plus récent, le Sénat, dans le vote de la loi constitutionnelle, a introduit un amendement qui dit que c'est à ces 2 personnalités que revient la responsabilité d'identifier et de constater un futur accord. Donc, je pense qu'on peut croire légitimement qu'ils ont toute légitimité à être en responsabilité dans ces discussions. Peut-être pas tout seul, mais pour permettre enfin au dialogue de reprendre. Et justement, cette mission de dialogue, vous faites référence à la mission de dialogue de 88, où il y avait quand même d'autres personnalités qui étaient incluses dans cette mission. Est-ce que vous pensez que la situation d'aujourd'hui demande à ce que ce soit une mission un peu plus large, un peu plus élargie? Oui, c'est à l'État, finalement, de reprendre la main. C'est à l'État de faire ces choix-là, de désigner les personnes et les personnalités qui vont nous accompagner. Mais c'est vraiment de sa responsabilité. On le voit depuis 4 mois, mais surtout ces dernières semaines, la situation se tend et dérive. L'État, il n'a jamais dans l'histoire calédonienne été un acteur neutre. Il a toujours été un acteur engagé, un acteur impartial. Un acteur engagé. Les indépendantistes disent ces derniers temps qu'il n'était plus, qu'il est sorti de son impartialité. Vous comprenez? Il y a ces critiques qui sont adressées, mais moi, ce que je dis simplement, c'est l'État pris dans sa globalité, donc ça va bien sûr du président de la République, en passant par le Premier ministre et d'autres personnalités, doit vraiment reprendre ce rôle d'acteur, pas d'arbitre qui constate, mais de partenaire des accords entre les indépendantistes et les non-indépendantistes. Et cette impartialité, parce que l'État, il n'a pas vocation à être pour un camp contre un autre, il a vocation à être au service de la Nouvelle-Calédonie et de la France. Alors, après le Sénat, le projet de révision constitutionnelle visant à élargir le corps électoral des provinciales sera soumis à l'Assemblée nationale le 13 mai, dans un mois. Donc, vous êtes député. Pensez-vous que vos collègues seront attentifs à ce qui se passe ici? On imagine bien que d'ici cette date, la mobilisation sur les terrains des 2 côtés va s'intensifier. Alors, ce que je peux dire déjà, c'est que c'est complètement surréaliste d'imaginer que des parlementaires vont décider de dégeler ou de ne pas dégeler le corps électoral en fonction du nombre de personnes qui marchent pour ou contre. C'est pas comme ça que ça fonctionne.
Sinon, la réforme des retraites n'aurait pas eu lieu. Les parlementaires, ils s'inscrivent dans une logique qui n'est pas un choix politique des uns contre les autres. Le dégel, c'est un impératif juridique. Je ne sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais j'en dis deux mots. Le Conseil d'État, dans un avis de l'année dernière, nous l'a dit. Le temps qui s'est écoulé depuis la signature de l'accord de Nouméa jusqu'à la fin de sa mise en œuvre a apporté des atteintes qui sont excessives par rapport au principe d'universalité et d'égalité du suffrage. Et donc, les députés, comme les sénateurs, ils sont très vigilants en fait à ce que ce dégel il conjugue deux exigences. Une exigence démocratique, c'est-à-dire que les habitants installés durablement finissent par participer aux élections, et une exigence citoyenne. En tout cas, c'est ce que moi je souhaite pour faire peuple et ouvrir la citoyenneté à celles et ceux qui ont fait de cette terre la leur. Et donc en fait, l'enjeu, c'est pas d'être pour ou contre le dégel, Madame Moya. L'enjeu, c'est de savoir comment on dégèle le corps électoral en conjuguant ces deux exigences dans le respect de la trajectoire des accords de Matignon et de Nouméa. Eh bien, je pense que pour y parvenir, il faut que le dégel s'inscrive dans un accord global. Et ce sont des convictions qu'on peut partager avec les parlementaires qui n'ont pas besoin de compter les gens qui manifestent dans la rue. Alors justement, comment dégeler en ayant une situation apaisée en Nouvelle-Calédonie ? Alors, comme je le dis, le dégel, s'il fait partie d'un accord global, ça présuppose, et c'est ce qu'on souhaite, qu'un dialogue soit réinstauré, et pas entre seulement deux parties et pas la troisième. Véritablement, là maintenant, il y a une urgence, la situation, on le voit, se tend considérablement, il n'y a pas de raison de considérer qu'elle va se calmer. Donc je crois vraiment que l'État, et on l'a dit, à la fois aux deux présidents de chambre que je cite, on a informé le président de la République de cette démarche aussi, j'espère qu'elle prospère, cette démarche. Il y a une urgence quand même à ce qu'une mission marche aussi. J'espère permettre à tous les acteurs, indépendantistes, non indépendantistes et l'État, d'ouvrir enfin des espaces de décision sur l'avenir institutionnel. Donc vous disiez tout à l'heure que l'État doit reprendre la main. On a entendu hier Gérald Darmanin dire qu'il souhaite que les discussions reprennent. Comment, selon vous, l'État peut agir pour désamorcer la crise ? Bien, ces propositions, elles existent déjà, mais elles sont un peu, entre guillemets, dans l'attente d'une action de la part des partenaires calédoniens. Et ce que je vois, moi, depuis 4 mois, c'est que nous n'y parvenons pas. On a tenté, les uns et les autres, nous avons tenté avec l'Union calédonienne et le Palika de se voir. On s'est vu, on a sorti un document, mais qui reste en jachère aujourd'hui. De l'autre côté, les loyalistes ont aussi engagé des démarches qui, aujourd'hui, sont restées lettres mortes. Donc, si on attend encore... les derniers mois montrent qu'on ne va pas y arriver. En fait, il faut reprendre la main, c'est-à-dire reprendre l'initiative. Ça a été comme ça dans l'histoire institutionnelle calédonienne. Et ça nous permettra, je crois, de dépassionner ce qu'on n'arrive pas à traiter seulement nous, aujourd'hui. Ce n'est pas une question de lieu, c'est une question d'ensemble. Discuter avec l'État, au plus haut niveau, avec des interlocuteurs qui soient avec nous et qui nous fixent, je pense, un cadre, un calendrier, une feuille de route et un objectif pour qu'on finalement, enfin, comme d'ailleurs les habitants de Farinaux que vous avez interrogés tout à l'heure montrent, le vivre ensemble puisse exprimer la volonté de trouver un accord, finisse par avoir une réalité aujourd'hui. Alors expliquez-moi, monsieur le député, comment ça se fait que vous, entre vous, les politiques, vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'arrivez pas à vous parler ? Probablement d'abord parce que certains n'ont plus envie de parler avec d'autres. Donc c'est difficile d'obliger les uns et les autres à se parler. Moi, j'ai entendu des procès en illégitimité, j'ai entendu des rejets de certaines personnalités politiques de part et d'autre. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des groupes qui sont sortis des institutions, on sort dans la rue. Ils descendent dans la rue parce qu'ils refusent de débattre ensemble dans les institutions. Donc, qu'est-ce qui va les amener à changer d'avis ? Est-ce que ce sont les mêmes qui ne sont pas parvenus à les maintenir dans les institutions ? Je ne crois pas. Je pense vraiment, c'est pas une question anodine. C'est véritablement l'État qui a la responsabilité de le faire. Et je crois vraiment, quand j'ai fait le rapport sur la loi organique, je l'ai vu, tous les partis politiques sont d'accord pour parler de discussion et de la recherche d'un accord, mais nous ne savons pas comment nous y prendre aujourd'hui. Il y a eu peut-être trop de déclarations, trop de mots qui ont été lâchés. Il faut retrouver un environnement qui soit beaucoup plus propice. Monsieur le député, on va parler d'un sujet, malheureusement le temps s'écoule trop vite, d'un sujet qui est assez important, c'est le pacte nickel. Calédonie Ensemble dit qu'il ne faut pas le signer. Est-ce que vous pensez que c'est une position tenable ? Alors, vous n'êtes pas le seul à le dire. Hein. Oui, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas signer un pacte de nickel sans corriger 3 points. Le premier point, c'est on ne peut pas, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise c'est les Calédoniens qui vont payer 8 milliards de plus tous les ans, alors que déjà chaque année, c'est la Nouvelle-Calédonie qui contribue à hauteur de 20 milliards d'exonération fiscale, qui est le premier contributeur au soutien de l'industrie. Deuxième point, il faut véritablement qu'il y ait des vrais engagements des industriels. Les seuls engagements qu'on a aujourd'hui, c'est Glencore qui part dans 4 mois,
Trafigura qui a déjà acté son départ, et la présidente d'Eramet qui dit qu'elle n'investira pas un franc CFP, pas un euro dans la SLN. Et troisièmement, et c'est le plus important, il faut inscrire ce pacte dans un partenariat stratégique avec la France et l'Union européenne, comme l'a proposé le président de la République. Si on fait ça, ça ne me semble pas très compliqué, et si on le fait très rapidement, bien je pense qu'on pourra avoir un vrai pacte qui sauve véritablement les 13 000 emplois. Monsieur le député, nous arrivons maintenant aux questions Facebook. La première, envisagez-vous de reprendre les discussions de convergence locale afin de surmonter les derniers désaccords et proposer un document commun à l'État ? Le document, on l'a fait, on est allé, je pense, au bout de cet exercice avec les partis indépendantistes qui ont accepté d'y participer. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est plus des réunions bipartites. L'enjeu, c'est vraiment des réunions tripartites avec des personnes qui soient en capacité de décider et qu'on finisse par trouver ce fameux accord. Calédonie Ensemble n'a pas appelé à participer à la marche pour le dégel du corps électoral. Est-ce que cela veut dire que vous êtes contre ? Alors, je viens d'expliquer que je suis pour le dégel, que c'est un impératif juridique. Moi, je fais partie de l'immense majorité silencieuse, Madame Moya. Les 220 000, 230 000 Calédoniens qui n'ont pas manifesté. Je fais partie de la Calédonie qui veut vivre ensemble, qui veut vivre en paix. Je fais partie de ceux qui défendent à tout prix le dialogue et le consensus. Et j'observe que d'autres personnalités politiques importantes n'ont pas appelé à manifester. Je pense à la maire de Nouméa, au maire de Nabéa, au sénateur naturel et même les représentants du Rassemblement national. Donc je pense que ce n'est pas une question de conviction, c'est une question de recherche à tout prix du dialogue et du consensus. Alors, au sujet du pacte nickel, Calédonie Ensemble propose de court-circuiter, je cite, Bercy pour négocier directement avec Matignon et l'Élysée. Y rencontrez-vous un écho quelconque ? On va voir, c'est encore un peu récent. Je pense que tout le monde considérera que la situation actuelle, à la fois sur le plan institutionnel et sur le sujet du nickel, mérite que les deux sujets soient traités aussi à un niveau politique. Ça a toujours été le cas et c'est encore le cas en 2024. Justement, il y a une urgence à ouvrir ces discussions. Faisons aussi du sujet nickel un sujet de discussion politique et je suis certain qu'à ce moment-là, on trouvera des réponses aux deux sujets qui préoccupent les Calédoniens aujourd'hui. Alors, quatrième et dernière question, elle est un peu longue. Suite à la déclaration de M. Darmanin qui propose de repousser le dégel si les indépendantistes demandent juste à reprendre les discussions, sous-entendu sans accord préalable, pensez-vous que les élections provinciales se tiendront cette année ? Alors, ça, on va voir, mais je reconnais que le ministre de l'Intérieur a toujours dit, dès lors que des discussions, ce qui encore milite pour qu'elles s'ouvrent et qu'une perspective d'un accord se dessine, il pourrait y avoir suspension du processus et évidemment, parce que le délai est quand même très court, à ce moment-là, la date des élections, qui aujourd'hui est fixée au plus tard au 15 décembre, glisserait vers 2025, mais je peux dire devant les téléspectateurs qu'aucun parti politique calédonien n'est opposé à cette perspective si nous sommes bien sûr en train de construire un accord. Monsieur le député, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre invitation.